Dans un univers où les fauteuils roulants ne peuvent léviter au-dessus des marches de l'art, le mot d'ordre est le suivant, sentier. Qu'est-ce qu'un sentier, me direz-vous? Un chemin, un passage? Bien plus que ça. Pourquoi accorder tant d'importance à ce mot et quelle est son utilité dans ce documentaire? Ajoutons un S à ces 7 lettres pour lier les traces de 3 artistes peintres qui ont chacun leur histoire, leur avenir et leur façon de penser, de créer, de vivre. Jean-Claude Durac, bibliothécaire à la retraite, amateur d'art, alors, littérature inclus, beaucoup, et peinture également. Où est-ce que tu as grandi? Alors c'est un peu compliqué, à savoir que j'ai eu une polio. C'était un peu fréquent dans ces années-là, c'était en 1958, donc avant les années 60. Et j'ai eu ça, donc j'avais 6 ans et demi, j'étais à la campagne, une famille des paysans d'origine polonaise qui se sont connus après la guerre dans ce coin de Bourgogne. Et cette maladie, donc on n'était pas vaccinés encore à cette époque, donc ceux qui l'avaient, dans cette année-là, il y a eu 3000 cas, 3000 enfants qui ont été atteints. Alors ça pouvait être des paralysies très graves allant jusqu'à la mort, le poumon d'acier pour d'autres, pour moi ça a été une paralysie générale. Donc c'était des hospitalisations coupées de tout pendant 1 année, 2 années, et puis ensuite des centres de rééducation. Et comme c'était un peu expérimental à l'époque, j'ai navigué dans pas mal de trucs jusqu'à alors je suis passé par l'Oise, un centre de la Croix-Rouge, et puis l'endroit où j'ai été un peu plus, où je suis resté un peu plus longtemps, c'était dans le nord de la France, qui est devenu maintenant un grand centre, puis ça s'appelle Villeneuve-d'Ascq, à l'époque c'était un tout petit village. Et là, dans une création de centre de rééducation, j'ai pu avoir un statut particulier, d'être mis dans le collège de la ville à côté, etc. Et voilà, donc jusqu'à mes 15 ans, ça a été ça. Donc une enfance assez baladée par la maladie, les opérations, les plâtres, l'isolement. Donc loin de la famille, loin de... Comment tu l'as vécu cette différence? Moi, je l'ai peut-être un peu cultivé aussi, hein, je sais pas, sans doute. Hein. De toute façon, quand on a des parents qui sont frustres, comme ça, qui n'ont pas le savoir, la connaissance, ils n'étaient ni médecins, ils ne maîtrisaient pas le français, j'étais que le pauvre... j'étais l'être failli, quoi. Donc, on pouvait que me plaindre. J'étais comme... oui, le faible, quoi. Voilà. À la limite qu'on pourrait renier. Ce qui n'était pas le cas de ma mère, qui en est devenue complètement folle. Enfin. Mais du coup, ma part d'aîné, j'étais l'aîné des garçons. Donc on était 6 enfants. En principe, dans le monde comme ça, paysan, c'est lui qui reprend la ferme ou qui assure la succession. Et là, du coup, on est complètement, on régresse à la dernière place, quoi. On vous prend votre droit d'aînesse, etc., etc. Donc, il faut bien cultiver sa singularité d'une certaine façon. Puis moi, je me suis arrangé pour prendre la tangente quand j'ai pu. Même si je savais que ça allait être très difficile, je me suis dit, il ne faut pas rester dans le giron familial, quoi. Il faut... Dans cette pathologie-là, avec les séquelles que j'ai eues, je dirais qu'il y a eu des étapes. Il y a déjà eu la période où j'ai pu marcher, donc jusqu'à 6 ans et demi. Et puis après, ça a été l'immobilité complète, ensuite des opérations. Et tout le reste, ça a été l'apprentissage. On fabriquait des petits soldats, il fallait vraiment pas se résigner. Et les centres de rééducation, à l'époque, c'était ça. On était dressés à la dure. Il fallait vraiment faire face. Hein. C'était
le maître mot de l'APF, hein, le slogan, il fallait faire face. Moi, j'étais plutôt, parfois, bon, après une chute, par exemple, vous tombiez avec votre appareillage, etc. Il n'y avait pas d'encouragement, de consolation. Il fallait se redresser le plus vite possible, et puis pas le temps de s'éterniser sur des larmes ou quoi que ce soit, même quand on était petit. Donc c'était à la dure. Hein, donc des périodes d'allongée, des périodes verticales mais appareillées, donc avec une armure harnachée, douloureuse, etc. J'ai vécu ça jusqu'à l'âge de 60 ans à peu près. Après, les articulations se sont abîmées parce que voilà. Et du coup, j'ai dû avoir recours au fauteuil. Alors, dans un certain sens, le vieillissement, en usant la carcasse, m'apporte une libération, celle du moins des entraves orthopédiques. Je souffre plus d'être maintenu dans des trucs. Par contre, j'ai perdu la verticalité, ça c'est important, c'est très important. Et puis un sentiment quand même de liberté aussi. Quels sont les moments ou souvenirs marquants de ton enfance? Je crois que le premier, ça doit être le moment où j'ai pris conscience d'exister. Seul, au milieu d'arbres, une forêt assez sauvage, près de la ferme où j'étais, et un sentiment assez, je sais pas dire, océanique, une plénitude, et j'ai senti que j'étais au monde. J'étais debout, je marchais là, alors à quel âge j'étais, j'en sais rien. Et sinon, le deuxième, c'est cette fichue maladie. C'est-à-dire quand le virus a commencé à agir, bon d'abord ils avaient diagnostiqué, je pensais que ce serait une méningite et ça. Et on m'avait conduit dans une vieille traction, je ne sais pas si vous voyez ces voitures, là, les films policiers des années 40, 50, grosses voitures noires, traction avant, tu vois. On me conduisait à l'hôpital, j'étais faible, mais je marchais encore. On m'a mis dans cette voiture, on s'enfonçait dedans, etc. Il y avait 45 km peut-être à faire pour arriver dans cet hôpital. Et en arrivant, on a voulu me faire descendre et ça ne marchait plus. Mais j'étais comme du caoutchouc quand je suis tombé comme ça. Donc on m'a pris et ensuite c'était une succession d'états amorphes, comme voilà. Comme si tout avait fondu et ça, c'est resté, enfin, c'est quelque chose de... je le ressens maintenant avec des douleurs, parce que le corps, il s'est déformé, il y a eu plein de trucs. Mais ce truc s'est installé quand j'avais 6 ans et demi. C'est-à-dire, vous n'avez pas eu le temps de grandir, vous n'avez pas eu le temps de vous former. Et là, il y a eu cette attaque, ce foudroiement, quoi. C'est une foudre, finalement. Et c'est le temps qui a suivi, quoi. Ça a été 2 ans, peut-être, où plus rien ne marchait, quoi. J'étais dans un lit, comme ça. Et très vite, j'ai compris, ou j'ai senti, ou j'ai pressenti qu'il n'y aurait pas de retour. J'attendais que... Ça s'était passé au début de l'été. J'avais qu'un rêve, c'était faire la moisson avec les fermiers, être sur les charrettes avec les chevaux, le foin, etc. Et comme c'était avant la moisson, je me suis dit, si je vais à l'hôpital, je serai rentré. Pour moi, je connaissais personne qui était allé à l'hôpital. Ma mère, elle a tout le temps accouché à la maison, il n'y a pas eu de truc particulier. L'hôpital, on ne savait pas ce que c'était. Et je me disais, je serais rentré. Voilà. Et quand j'ai senti cet état, ce foudroiement là, dans le corps, j'ai compris que je ne marcherais plus, que les arbres, c'était terminé, que
le retour à la nature, il était compromis. Bon, c'est un peu triste, ça. Bon. Je m'appelle Brigitte Picard. Je suis là depuis 1989. Novembre 1989. Je suis là parce que mes parents sont décédés. Étant handicapés, l'immeuble et l'appartement que nous avions n'étaient pas en convenance. Alors, j'ai quitté mes parents pour venir directement ici. Je n'ai pas fait de foyer intermédiaire. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ton handicap et nous l'expliquer? Tout à fait. C'est fait à 1 mois, 3 semaines. Une méningite cérébrospinale. Un pneumocoque. Ce qui veut dire que j'ai eu du pus dans le cervelet. Et cette maladie-là, ça vous atteint soit les jambes, soit le haut. Ou même la totalité des membres. Comment est-ce que ton handicap a évolué de ton enfance jusqu'à aujourd'hui? Quand j'ai eu mon handicap, je ne tenais pas assis. Hein. Il a tout le temps fallu que j'aille des chaises avec des rebords. Parce que mon handicap, si vous voulez, je n'avais pas aucun équilibre, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. Mais sur la photo, ton handicap, il n'apparaît pas visuellement parlant. Ben non. Ça se voit pas, hein. Est-ce qu'à cet âge-là, tu marchais? Non, j'ai jamais marché. Jamais. Quel type de relation tu avais avec tes parents? Des bonnes relations, normales. J'ai tout le temps vécu avec eux. C'est ma mère qui m'a appris à lire et à écrire. Et après, c'était à l'école rue d'Ivry. Quel souvenir particulier as-tu de ta maman qui t'apprend à lire ou à écrire? Ben, je trouve qu'elle a eu énormément de patience. Parce que sans être bête ni super intelligente, faut quand même savoir comment faut s'y prendre. Étant donné que ma mère avait pris des cours de sténodactylo, elle n'était absolument pas dans le métier éducatif. Est-ce que tu as été chamboulée lors de ton arrivée à la résidence? Ben, disons que il faut quand même s'y faire parce que moi je vivais avec mes parents. Donc, c'était dans un milieu de cocon, si tu veux. Et d'un seul coup, se retrouver à 56, ça fait beaucoup. Mais je m'adapte assez vite. Comment réagis-tu face aux attentes et aux préjugés des autres à propos de ton handicap? Ben, il y en a qui sont un peu gros, qui veulent rentrer dedans, mais vous en avez d'autres, ils s'en foutent carrément. Moi, je ne suis pas contre dire ce que c'est comme handicap. Hein. Est-ce que tu as un souvenir marquant d'une remarque qui a été blessante à ton égard vis-à-vis de ce sujet? Comment c'était à l'école jusqu'au certificat d'études. J'ai passé mon certificat d'études ici, par correspondance. Et j'ai eu mon certificat d'études la première fois, et mon professeur m'a dit ça des rêves. Ça fait pas tellement plaisir. Je démontrais ma joie d'avoir mon certificat d'études, mais elle n'a pas bien compris, quoi. Est-ce que tu dirais que ta manière de vivre et de créer, elle a été influencée par ce parcours particulier?
Ben, disons que je n'aurais pas été du tout handicapée. J'aurais été à l'école normale. J'aurais voulu être puéricultrice. Mais pas dans le côté papier, côté m'occuper d'enfants. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie au-delà de l'art? Les travaux manuels. Je tricote, je brode. Et d'où t'est venue cette appétence pour tout ce qui touche aux activités manuelles? Ben, j'ai l'impression que que je suis sans fauteuil roulant, que je me suis trouvé des activités que je pouvais manier avec mes mains et ne pouvant, enfin, pas reboucher, quoi. Peux-tu te présenter en quelques mots? Je m'appelle Martin Buffet. Déjà, je viens pas de Bretagne, mais c'est mon pays d'adoption. Je suis peintre avant tout. Je suis pas j'ai un handicap évolutif, mais c'est pas ma qualité. Je suis assez imaginatif. Comment je peux me vendre? Je sais pas. Je suis roux, délirant et j'aime plus ça va haut dans les défis et plus ça me plaît. Et quel est le nom vraiment de ton handicap? Alors, mon nom exact, son petit nom raccourci, c'est Larsax. Ça veut dire ataxie récessive spastique autosomique de Charlevoix-Saguenay. C'est une maladie qui fait partie donc des ataxies, qui est une déficience qui ressemble à la sclérose en plaques pour faire plus simple, qui est motorisée par l'hypophyse et le cerveau, quoi. Juste le message qui est envoyé trop lentement aux articulations. D'où ma voix un peu chevrotante, un peu ralentie. Où as-tu grandi et comment cela a-t-il influencé la personne que tu es devenue aujourd'hui? Alors sur le papier, en fait, je suis né à Montpellier, mais j'ai grandi au fin fond de la Savoie, dans un bled où il y a 300 000 vaches, 150 habitants. Comment ça a influencé qui je suis aujourd'hui? Je suis quelqu'un d'assez nature en fait, qui aime la ville aussi. Je suis assez contrasté en fait. J'ai grandi dans la montagne, je sais faire des feux, je sais faire plein de trucs. J'ai un handicap, ça m'a pas empêché de passer par-dessus des cols et des trucs hyper dangereux. Et je suis encore là. Quel genre d'enfant tu étais? J'allais dire le même qu'aujourd'hui, je pense. Non, en vrai, j'étais très contrasté, assez sur l'introspection, et dès que je me retrouvais avec mes amis, j'étais un feu d'artifice, quoi. Donc j'ai toujours aimé emmener les gens avec moi. Toujours été un peu moteur, quoi, d'un certain de mes amis. En quoi ton handicap a-t-il influencé ton regard sur le monde et par extension ton art? Je pense que, comme plein de gens en fait, c'est pas forcément mon handicap qui m'a vraiment influencé ou quoi, c'est l'évolution de son handicap. C'est-à-dire, avant, je travaillais même en EHPAD où je me suis retrouvé avec une canne, un déambulateur et un fauteuil roulant. Le fait de se retrouver presque comme à hauteur de chaise en permanence, va visiter un musée sur un fauteuil roulant et tu te rendras compte que la Joconde, elle est là et que tu es obligé de regarder en l'air. Donc le premier truc que tu vois, c'est les culs de tout le monde. Donc le point de vue a changé, je veux dire.
se manifestait ton handicap quand tu étais plus jeune? Alors, il y a des gens qui me disent, mais c'est un pléonasme, mais moi j'aurais tendance à dire, comme un alcoolo breton. Tiens, en fait, je marchais de travers, c'est tout ce que ça veut dire. Toujours ça. Après, ça m'a pas empêché de courir, même si je courais avec des petits déséquilibres, je filais quand même. Elle te faisait pas peur cette différence avec les autres enfants? Ah si, elle m'a pas fait peur, elle m'a fait mal, parce que comme toutes les différences, c'est quand on est enfant, on n'est pas très gentil quoi avec les autres, et surtout avec la différence, c'est forcément, je pense que toute personne qui a une différence en prend plein la gueule quoi quand on est enfant. Quand on est négligé ou quand on reçoit des mauvais commentaires, au bout d'un moment, on a du mal à accepter presque. Par exemple, mon ex, je comprenais pas qu'elle puisse me dire je t'aime. Je l'ai pas accepté du tout en 13 ans. Est-ce que tu as un commentaire, une anecdote particulière qui t'a marqué d'un commentaire méchant ou autre? On a un sacrément méchant, ouais. Je me rappelle d'une après-midi où je partais en cours d'italien et ce prof d'italien retient la déléguée de classe et moi et me met face à 4 autres profs et me dit dit ouvertement à tout le monde que je ne servais à rien. Comme à cause de mon handicap, je retardais tout le monde, donc elle voulait plus me voir en cours de langue. Ça m'a arrêté sur tous les cours. C'est pour ça que j'ai eu mon bac avec 5,2, un truc comme ça. Quels sont tes centres d'intérêt en dehors de ton art? La plongée. Tout ce qui est un peu sportif, parce que avant que je me retrouve en fauteuil et tout ça, j'aimais le trail, le cross-country, le cheval, l'escalade. Donc j'aime bien encore ces trucs et me donner un défi, j'aimerais redanser. Les mots, quelle qu'en soit leur origine, contraignent l'humain à cohabiter avec ses émotions. C'est dans cet emprisonnement que la liberté d'un cheminement artistique se dévoile. Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à l'art et est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur? À l'époque, il y avait des queues infernales pour aller au Grand Palais. Le musée d'Orsay n'était pas encore ouvert. Et oui, j'allais voir tout ce qui se présentait. Donc j'ai redécouvert beaucoup de peintres. Je faisais attention, je regardais les catalogues. Et puis après, en faisant l'école bibliothécaire, une chose qui m'a passionné, parce que je l'ai fait déjà à un âge avancé, cette école, pour avoir un diplôme, un parchemin pour vivre. Quand j'ai compris que je ne pouvais pas vivre de l'air du temps, même si j'étais un infirme incapable de faire quoi que ce soit, il fallait quand même que j'ai un parchemin pour justifier de ma présence dans la société. Et donc j'ai fait cette école à l'Institut catholique. Et parmi tous ces cours où il fallait mémoriser en diable, j'étais pas bien, ma mémoire, elle refusait de... Parce que c'est très... c'est des normes, il y a beaucoup de trucs comme ça dans le catalogage, la bibliothéconomie, mais il y avait un cours qui me passionnait, c'était l'histoire du livre. Où on voyait l'iconographie, l'illustration, les enluminures au Moyen-Âge, à la Renaissance, tout ce travail qui avait été fait avec le livre. Et ça m'a vraiment amené à l'histoire de l'art. Alors je l'ai fait en autodidacte, hein, je suis incapable d'aller m'inscrire à un cours et de suivre régulièrement. D'une part, physiquement, je ne peux pas. Et je crois que je ne supporte pas
les contraintes, quoi. Tous les jours à telle heure, et puis c'est trop compliqué pour moi. Je préfère dire non et je préfère être chez moi, me replier. Donc, ça fait partie de mon être solitaire. Voilà. Mais oui, ça me passionnait beaucoup. Et à côté de ça, oui, regarder. Je crois que j'ai beaucoup regardé. À une époque, j'ai beaucoup regardé de photographie. Alors j'en avais fait un petit peu, mais comme physiquement je ne pouvais pas m'articuler debout avec un appareil, etc. Finalement, c'est presque maintenant que je peux davantage en faire. Qu'est-ce que tu peins exactement et quels sujets ou émotions reviennent souvent dans ton travail? Une espèce de chaos, plus ou moins, mis en forme. Et comment votre famille a joué un rôle dans votre développement personnel et artistique? C'est-à-dire que moi, je fais partie d'une génération de peintres. Le père de mon père était peintre, mon père était peintre, Arenton que par alliance était peintre, et moi aussi. Mais les 3 personnes que je vous ai citées auparavant, ils peignaient comme ça pour leur plaisir. C'était pas leur métier, quoi. Peux-tu nous parler de tes premières œuvres? Mes premières œuvres ont été faites dans le 20e arrondissement, là où j'habitais avec mes parents, et ça a été fait avec mon père. À ce moment-là, je recopiais. Et c'était pas de la peinture, c'était de la gouache que je faisais. Et je suis venue ici, c'est avec Madame Bécard que vous devez connaître. C'est elle qui m'a fait connaître l'acrylique et pas de copies. Donc tous ces tableaux-là, c'est moi qui dans mon imagination. Si je fais beaucoup de visages, c'est parce que je fais ça moi-même. Et préfère que ça soit un tableau raté qu'un tableau retouché par n'importe qui, quoi. C'est ce que j'arrive de mieux à dessiner. Est-ce qu'il y a des artistes célèbres qui t'inspirent? J'aime bien Van Gogh. Qui m'inspire, je ne me laisse pas inspirer par personne. Est-ce que, au-delà de l'aspect manuel, il y a un autre point qui t'attire dans la peinture, que ce soit la couleur, le fait que ce soit pour toi un moyen d'échappatoire? Qu'est-ce qui t'attire au-delà de l'aspect manuel? La création. Créer. Qu'on ne soit pas là à rien faire. Montrer que, une vie d'handicapé moteur ne soit pas, morne. Qu'on soit là dans notre fauteuil à ne rien faire. Qu'on ait une activité. Et comme je ne suis pas Robette, des activités intellectuelles. Quelles sont tes étapes quand tu commences un tableau? Est-ce que tu as une partie de réflexion? Est-ce que tu as une partie de croquis ou tu vas au feeling? Disons que moi, ça m'intéresse, comme je vous ai dit précédemment, beaucoup aux enfants. Donc, dans mes derniers tableaux, j'ai fait un berceau, le père, la mère, l'enfant, et là, je suis en train de faire un jumeau. Mais sinon, je fais un visage et après, je vois. Est-ce que tu as déjà reproduit le portrait d'un proche sur tes tableaux? Non, jamais. C'est seulement le fruit de ton imagination? Tout est d'imagination. J'ai aussi remarqué que tu as accordé beaucoup de détails aux yeux. Souvent, ils prennent une grosse partie du visage. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Mais souvent, mes yeux, comme là,
C'est souvent des fleurs. Moi. Qu'est-ce qui t'a inspiré au début de ton parcours artistique? Toute l'histoire de l'art, ça m'a beaucoup inspiré. Les Van Gogh, surtout les impressionnistes. Mais j'avoue que, en fait, je suis allé voir une expo une fois. Je m'y attendais pas. Et c'était Mark Rothko. C'est un vieil artiste américain qui est mort aujourd'hui. Mais alors, c'est la première fois de ma vie où ça me fait autant d'émotions. Je sais pas, la lumière était différente, il y a un truc. C'est de l'abstrait, c'est que des aplats de couleurs très très bruts, mais avec des nuances dedans. Je sais pas, je suis rentré dans la salle, je me suis mis à pleurer. C'est incompréhensible. Qu'est-ce qui t'a amené à peindre sous l'eau? J'ai eu une idée. Je l'ai proposée à un monsieur qui travaille sur la communication chez Sennelier. Et de fil en aiguille, on a parlé. Il m'a présenté Titouan Lamazou, qui est connu pour faire des carnets de voyage, des choses comme ça. Et il y a quelques années, il a fait un livre qui s'appelle Voyage en Polynésie, qui est raconté par sa fille, qui est illustré par lui. Et c'est de la peinture sous l'eau. Donc il y a 6 personnes dans le monde qui font ça. Les 5 autres font sur des supports plastifiés. Et donc moi je me suis dit, c'est un défi de plus d'essayer de le faire sur toile de lin quoi. Donc tendre des toiles et voir qu'est-ce qui pouvait marcher sous l'eau. Et ça a fonctionné, il m'a suffi 3 essais et ça a marché. J'ai pas fait de la peinture avant la plongée, j'ai fait de la plongée avant la peinture sous l'eau, je veux dire. Et le fait d'être sous l'eau, en fait, et ça me donne une totale liberté au corps. Donc je me sens plus en fait en incapacité où il n'y a plus des problèmes les poissons, c'est moi. Peux-tu nous décrire ton processus créatif de ta réflexion à la conception? Alors, très concrètement, je n'achète pas de toile toute préparée en magasin, et d'une, parce que je trouve ça excessif pour la qualité que c'est, et 2, parce que j'aime faire ça moi-même. Donc j'ai rappelé des amis qui ont été ébénistes, menuisiers, qui me fournissent en bois. J'assemble pour faire des châssis. Je tends les toiles parce que j'en suis encore capable à la main. Et une fois que c'est fait, que c'est tendu, j'enduis toute la toile d'amidon et je la remplis de ce qui s'appelle du gesso. C'est de la peinture blanche très épaisse qui permet de peindre par la suite en plus grande liberté. Et après, voilà, il suffit de laisser son imagination jouer. Est-ce que tu penses que tu es passé par différentes phases artistiques? Ouais, si, sûrement. Il y a eu une phase beaucoup plus jeune où j'étais en colère contre beaucoup de monde, mais comme c'est un mode d'expression de parole, c'était plus simple d'utiliser la peinture que de raconter un psy ou n'importe quoi, et problématique ou des trucs plus ou moins. En vrai, c'était un monde vraiment beaucoup plus violent, beaucoup plus cash. Mes peintures étaient assez trash avant. Et mine de rien, celle qu'il y a derrière moi était beaucoup plus trash.
Et je viens de la retravailler il y a 6 mois à peine. Et je l'ai enfin mis sur un châssis, quoi. Est-ce que tu penses à quelqu'un ou à quelque chose quand tu peins? Ouais. Ouais. Déjà, j'ai souvent une musique en tête. Ça, c'est en permanence une musique en tête. J'en ai pas physiquement, pas dans la pièce, mais j'en ai toujours une en tête. Ça me donne toujours envie de danser, envie de me dépasser. Et puis une personne, souvent, elle s'appelle Elle. Et c'est pas pour rien que toutes mes toiles ont des prénoms, en fait, souvent. Et d'ailleurs, il y a quelques temps, elle s'appelait Toutes des princesses, la série, et chaque toile avait le prénom d'une femme, soit que j'ai connue, soit un prénom d'une réelle princesse notée dans l'histoire. Et pourquoi les représenter sans visage? Alors, pourquoi sans visage? C'est pour pouvoir se les approprier à chacun. Sans émotion, sans savoir ce qu'elles racontent, juste de pouvoir les observer et se dire, tiens, aujourd'hui, je suis mal luné, tiens, la personne qui est dessinée là, elle n'a pas de visage, ça se trouve, elle me fait du bien, quoi, parce qu'elle sourit, parce que pour plusieurs raisons, mais on n'identifie pas un caractère directement, et ça j'aime bien, parce qu'il y a une dimension de partage en fait dans ce truc. Quel type d'histoire t'aimes raconter dans tes œuvres? Alors, j'aime raconter des contes de fées, en fait. Sûrement parce que ma mère était conteuse, donc il y a cette dimension-là qui vient avant tout. Et parce que dans les contes, il y a des côtés moralisateurs ou des trucs que j'aime, ou de l'absurde aussi, que j'aime aussi. Je sais pas si vous connaissez les contes turcs de Nasreddin. Ça, c'est une inspiration assez énorme. Les contes où les danseurs, les danseuses sont présents, c'est toujours musical. Ouais, j'aime l'histoire du début à la fin. La spontanéité comme mentalité. Des esprits aussi naturels que les sentiers. Quand le monde extérieur ne convient pas, c'est notre monde intérieur qui prend la relève et comble les manques, par le biais de l'instinct et de l'inspiration. Voilà tout le sens de ce mot. Toutefois, laissons les trois voix nous conter la vision de leur prolongement. Est-ce qu'à un moment dans ta vie, tu t'es décidé de te dire que l'art pour toi, au-delà d'une passion, c'est un moyen pour toi d'échanger et de faire passer des messages? Oui, ça peut être ça. Vous avez dû vous en apercevoir depuis le départ de l'interview. Je suis assez gai de tempérament et dans mes tableaux, il n'y a pas tellement de coloristes. Il y a de l'orange, du tout. Et je joue beaucoup de contraste. Et comment tu as réussi à explorer ton propre style? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Ok, moi je veux mettre des couleurs, je veux mettre des visages, je veux mettre de la gaieté ». Disons que, c'est pas en s'accustant sur son handicap qu'on s'en tire mieux. Alors, autant le faire. Et je peux aussi d'une manière ou d'une autre. Alors, soit par le dessin, soit par la couleur. Qu'est-ce que t'aimerais qu'on se dise en regardant tes tableaux? En me voyant en fauteuil roulant, qu'on s'étonne de mes capacités, quoi.
Si un jour on devait raconter ton histoire, qu'aimerais-tu qu'on dise de toi? Moi, je pense que un souffle, une buée, même pas une empreinte, je voudrais pas que ce soit une empreinte. Donc, voilà. La vanité de l'Ecclésiaste, tout n'est que buée. Tout est vanité. Ou alors il est venu, il a raté, et raté. Enfin, je pourrais être encore plus dur, et puis bon, je sais pas. Mais je m'en tiens à la vanité de l'Ecclésiaste, pour moi. Et quelle a été pour toi ta plus grande victoire? Je crois que c'est d'avoir malgré tout, et Dieu sait qu'il y a eu des moments où c'était pas gagné, de vivre malgré tout. Vivre. Et qu'est-ce qui te motivait à vivre? Pardon. Des rencontres, des moments de grâce, ouais. Mais des moments de désespoir intenses, très durs, des envies de suicide, des dépréciations de soi, mais je retiens, cette espèce de... Et puis plus j'avance dans le temps, alors qu'il me reste plus beaucoup, là, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Quand j'avais 20 ans, que j'étais appareillé debout en me disant mais qu'est-ce que je peux faire de cette vie? Et j'étais persuadé que pour moi le terme serait à 40 ans, ce serait bien le maximum, quoi. Et je me dis mais maintenant ben voilà, je suis un vieillard. En fait, je suis un enfant qui a vieilli. Mais en même temps, je crois j'ai pas vécu, il y a plein de choses que j'ai pas vécues. Et je me dis, il reste pas beaucoup de temps. Le portillon, là, va bientôt se refermer. Et malgré tout, je crois que j'apprécie quand même. Donc je suis pas amer pour ça. Je suis pas... oui. Je crois que la maladie elle n'a pas pris de... Enfin, je sais pas, ça m'a pas rendu amer, oui, oui. Qu'est-ce que tu aimerais vivre que tu n'as pas vécu? Ce que j'ai pas vécu, ce que vous vivez, vous, l'adolescence, la jeunesse. Moi, j'étais emprisonné dans mes trucs, donc j'ai pas... Voilà. Peut-être une vie de famille que j'ai pas eue, même si j'ai eu une relation qui a duré 25 ans avec une amie qui avait déjà des enfants, donc j'ai pu côtoyer ce qui était la sorte de béatitude avec des enfants, mais en connaissant aussi les choses difficiles. J'ai voyagé avec elle, enfin, ça a été une rencontre moi, qui m'a... Je crois que sans elle, j'aurais pas découvert... je sais pas, la moitié de ce que je connais. Donc je lui dois une reconnaissance éternelle. Bon, elle n'est plus là, elle est morte. Et voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'êtres comme ça. Il suffit d'en rencontrer une. Oui. Et voilà. T'as jamais eu peur? Ah non. Non, c'est pas un truc qui... Il y a un truc qui me fait peur, c'est la nature de certaines personnes. C'est le seul truc qui doit me faire peur. Si, j'ai eu peur du noir quand j'étais petit. Est-ce que tu as un petit mot à faire passer aux spectateurs qui vont t'écouter? Le petit mot, il va être répété, encore répété. Je pense que faut pas se mettre de limites, à part évidemment.
celle qu'on trouve soi-même, parce que chaque personne a ses limites et là, il faut s'écouter quand même. Quand je dis ça, j'ai évité trop loin dans la connerie quand même. C'est important. Rester un peu les pieds sur terre. Mais il faut garder un peu d'enfant à l'intérieur de soi, de l'absurde, du rire, des jeux. Et partager tout ça, ça fait du bien. Là où tout commence, là où tout se lance, les esprits trouvent leur nature, tracée, unique et sans rature. Dans ma poussière, il n'y a qu'un pas lourd ou léger, qu'importe sa direction, un pas sourd, immergé, dans une voie dont on aurait retiré le son. Le parfum de nouveauté se mêle à l'odeur de la différence, que les choix diffusent et que les devins sentent. Il s'agit d'une quête et non d'une errance. Sentier de vie, sentier d'histoire, sentier d'espoir, indélébiles par leur sens et leur mémoire.